C'est une question qui nous hante dans l'intimité des relations brisées. Comment une personne peut-elle faire autant de mal sans paraître éprouver le moindre remords? Nous avons tendance à voir le narcissique comme une incarnation du mal, une force obscure et presque diabolique. Mais si la vérité était plus complexe et plus tragique, et si le mal n'était pas une essence, mais une stratégie de survie, une armure forgée dans la honte, portée si longtemps que la peau a oublié la caresse du soleil. Comment se peut-il qu'une personne qui se croit parfaite utilise la cruauté comme un langage? Pourquoi la haine est-elle pour elle un carburant plus facile que l'amour? Et comment cette honte originelle se transforme-t-elle en une arme si acérée? Les narcissiques ne dansent pas avec le diable. Ils sont le diable qu'ils ont inventé pour ne plus avoir peur de l'ombre. Comprendre cela, c'est le premier pas pour se libérer. C'est reprendre son propre pouvoir, refuser d'être leur miroir, leur public ou leur victime. C'est regarder le monstre dans les yeux sans jamais devenir son reflet. C'est ça la vraie force. Je suis Fatem Zahra Alami, passeuse de rive entre la confusion et la clarté. J'accompagne l'éclosion des relations paisibles hors des labyrinthes narcissiques. Et dans cet épisode, je vous propose de poser notre regard sur le cœur de l'ombre, de décortiquer ensemble les mécanismes intimes de cette alliance toxique qui lie le narcissique pathologique au mal. Ce n'est pas pour le diaboliser, mais pour comprendre et désamorcer son énigme. Parce que comprendre la machine de l'ombre, c'est lui retirer son pouvoir, c'est cesser d'en avoir peur. C'est aussi apprendre à reconnaître ce labyrinthe pour ne plus y pénétrer. Comment celui qui fait tant de mal peut-il se percevoir comme une pure lumière incomprise? Osons donc regarder l'ombre en face pour mieux nous en libérer. Le narcissique ne croit pas incarner le mal, mais le justifie. Il se perçoit comme une victime supérieure. Je suis trop bien pour ce monde de médiocres. Sa cruauté est instrumentale. Quand il humilie, il pense « Il mérite de souffrir car ils ne me reconnaissent pas à ma juste valeur ». Dans son théâtre intérieur, il tient le rôle de la victime suprême d'une âme d'exception persécutée par la médiocrité du monde. Sa cruauté n'est jamais désintéressée, une punition méritée pour ceux qui ont eu l'audace de ne pas l'adorer. C'est là que le mal cesse d'être une abstraction pour devenir un outil de justice dévoyée. En apparence, sa méchanceté peut sembler gratuite, une remarque cinglante sans contexte, un sabotage immotivé. Mais dans la logique interne du narcissique, elle a toujours une finalité instrumentale. Elle est un moyen de punir ce qu'il perçoit comme une insoumission. Testez votre soumission et vos limites, se rassurer sur son pouvoir en vous voyant réagir. Nourrir son sentiment de supériorité en vous rabaissant et projeter à l'extérieur la honte qu'il ressent à l'intérieur en vous méprisant. Pourquoi la négativité attire les narcissiques? Parce que le drame, le chaos, la haine sont un si puissant carburant pour eux. Ça renforce leur sentiment de contrôle absolu et de toute puissance. En provoquant des réactions, ils se sentent vivants et puissants. Et surtout, ce chaos constant est une distraction salvatrice face à leur vide intérieur, face à cette honte toxique qui les ronge. Mieux vaut un incendie que de supporter l'obscurité de leur âme. Et puis, il y a cette vérité fondamentale. La haine est plus simple que l'amour.
Aimer exige de la vulnérabilité, de la gratitude, de la patience. Tout cela est insupportable pour eux. C'est un poison pour l'ego narcissique. Haïr, en revanche, est simple, énergisant et ne demande aucune ouverture du cœur, aucune exigence affective, aucune vulnérabilité. Le narcissique ne vous hait pas vraiment. La haine implique de l'attention. Ça vous accorde une existence. Lui, il vous méprise, il vous déshumanise. Vous n'êtes qu'un outil pour le servir, un miroir pour le refléter, ou un ennemi pour justifier sa rage existentielle. Et cet état est terriblement fluide. Si vous cessez de l'admirer, vous basculez instantanément de miroir utile à traître à détruire. Votre valeur n'est jamais intrinsèque, elle est toujours fonctionnelle. C'est cette logique que nous examinons pour cesser d'être un miroir, un outil ou un ennemi, et cesser de participer à son théâtre. Ce sont là des mécanismes de surface, mais pour vraiment désamorcer l'énigme, il nous faut aller encore plus loin vers la source pour regarder en face le mal qui semble les habiter. Il ne s'agit pas d'une essence démoniaque, mais d'une construction, d'une stratégie de survie. C'est une honte transformée en arme. Sa forteresse est bâtie sur une faille originelle, une blessure précoce, une honte primitive. On ne m'a aimé que pour ce que je faisais, pas pour ce que j'étais. De cette blessure émerge une honte toxique, une conviction silencieuse et terrifiante. Je suis fondamentalement mauvais, indigne d'amour. Et c'est ici que se produit le renversement stratégique, le pacte faustien de l'âme. Puisque je suis mauvais, alors je choisis de l'être. Résultat, une identité maléfique assumée, devenue une armure. Si je suis un monstre, personne ne pourra plus me blesser. En d'autres termes, en échange de ma médiocrité, je veux un pouvoir immédiat, une armure d'orgueil, un sentiment de supériorité et le droit d'utiliser les autres sans remords. Je choisis d'incarner le mal que je crois être, pour qu'il devienne ma force et non plus ma faiblesse. Le pacte faustien de l'âme décrit ce moment psychique où, pour échapper à la souffrance insoutenable de la honte et du sentiment de nullité, la personne choisit délibérément mais inconsciemment de troquer son humanité contre une personnalité factice toute puissante. C'est une stratégie de survie désespérée. Je préfère être un dieu haïssable qu'un humain méprisable. Je préfère être craint qu'ignoré, ou même aimé. Je préfère incarner le mal que d'être sa victime. Ce pacte explique pourquoi il est si difficile de guérir un narcissique. Lui demander d'être vulnérable et authentique, c'est lui demander de rompre le pacte qui le maintient psychologiquement en vie et de replonger dans la honte originelle qu'il a fui toute sa vie. C'est lui demander d'affronter sans protection le vide qu'il a comblé par sa façade grandiose. Comprendre cela, c'est comprendre la tragédie qui se joue derrière la façade de contrôle. Une guerre intérieure où l'identité authentique est sacrifiée sur l'autel de l'image. Une forteresse érigée autour d'une vulnérabilité insoutenable. C'est pourquoi il est crucial de ne pas diaboliser. Leur comportement est une malveillance active, mais leur essence n'est pas le mal pur. Ce ne sont pas des possédés, mais des blessés qui blessent. Ils ont troqué leur âme contre une armure, et sous le métal glacé, il reste un enfant terrifié, qui croit que l'amour est un piège et la cruauté une langue maternelle. Leur fascination pour la négativité les fait entrer dans une spirale pathologique sans fin. Plus ils font le mal,
plus ils se sentent puissants et plus ils en redemandent. C'est une addiction au chaos. On pourrait penser à Dorian Gray contemplant son portrait. Le mépris des autres n'est bien souvent que la mise en scène d'une haine de soi qu'on refuse de voir. Ou à Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux. Leur ego, comme l'anneau, a fini par dévorer leur âme. Il ne reste que l'obsession et l'ombre. Et notre culture, parfois les encourage. Sur les réseaux sociaux, le scandale rapporte souvent plus que la gentillesse. En politique, on divise pour mieux régner. Ils respirent cet air du temps et s'en nourrissent. Et leur enfer, c'est de réaliser un jour que personne ne les a jamais vraiment vus, pas même eux. Alors oui, nous avons décortiqué la machine de l'alliance toxique. Nous avons compris que leur mal était une stratégie de survie dysfonctionnelle, une addiction au chaos, et non une naissance. Mais comprendre n'est pas excuser. Se protéger n'est pas haïr. Si tout ce chemin parcouru pour comprendre leur mécanique n'était en réalité qu'une longue et nécessaire préparation au retour à soi. Le geste le plus juste, le plus élégant même, reste celui de se détourner, de laisser l'énigme à elle-même et de tourner résolument les yeux vers la clarté qui vous attend de l'autre côté. C'est précisément en refusant ce rôle de miroir et de statue que les manipulateurs veulent nous assigner que nous retrouvons notre propre scénario, que nous reprenons la plume de notre histoire. Car l'ultime libération ne réside pas seulement dans la compréhension de leur machinerie, mais dans le retour à soi, dans la reconquête de cette frontière intime où finit l'autre et où nous commençons. Le narcissique vous propose sans cesse un miroir déformant. Il vous dit qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous méritez. Votre force est de lui tourner le dos et de poser enfin votre regard sur le reflet tranquille de votre propre vérité. Vous n'êtes pas un personnage dans son drame, vous êtes l'auteur de votre vie, et ce pouvoir, personne ne peut vous le prendre. Parce qu'après avoir cartographié le labyrinthe, après en avoir touché les murs froids et compris les pièges, il reste une vérité simple et souveraine. Vous n'êtes pas responsable de leur prison, mais vous êtes l'architecte de votre liberté. Votre pouvoir n'est pas dans la lutte contre les ombres, mais dans l'attention fidèle que vous portez à votre propre lumière. Il est dans ce nom tranquille, posé non pas comme un combat, mais comme une évidence. Un nom qui n'a même plus besoin de s'expliquer, car il puise sa légitimité dans le simple respect de ce que vous êtes. Il réside dans ce geste à la fois simple et radical. Retirez votre énergie du théâtre de l'ombre pour la réinvestir dans le sanctuaire de votre être. Concrètement, cela signifie cesser d'être le miroir qui reflète leur grandeur illusoire, celui qui doit toujours flatter. Cessez d'être le public qui doit toujours applaudir. Cessez d'être l'ennemi qui doit toujours combattre. Votre indifférence paisible, votre départ sans drame n'est pas un renoncement. C'est l'acte souverain de celui qui a compris que le jeu était truqué et qui décide simplement de ne plus jouer. Ce n'est pas de la haine, c'est de la souveraineté. En reprenant ainsi votre histoire, vous ne leur donnez plus le rôle principal. Vous les reléguez au statut de simples figurants dans votre récit. Vous reprenez votre histoire et le rôle est terminé. Ainsi, la véritable conclusion de ce voyage n'est pas dans leur compréhension, elle est dans votre réappropriation. L'énigme est résolue. La clé était en vous depuis le début. Elle s'appelle le respect de soi et elle ouvre la porte vers des relations qui ne sont plus des labyrinthes,
mais des territoires de liberté et de paix. Votre attention, votre énergie, votre amour, redirigez enfin vers ce qui vous construit et non plus vers ce qui vous détruit. C'est cela, sortir de l'ombre pour habiter pleinement sa propre lumière. Prenez soin de vous.